Premier Bernard Hinault de cette fabuleuse étape. Je suis donc derrière Laurent Fillon ici et Cyril Guimard vient de se porter il y a quelques instants à sa hauteur. Le long de la route ou devant un écran, nous avons tous en tête l'image de ces cyclistes qui pédalent sous le soleil harassant du mois de juillet. La mâchoire serrée, la gueule tordue par l'effort, ils roulent, lancés à la conquête du Graal, le maillot jaune. Depuis 1903, le Tour de France est le grand spectacle de nos étés. Richard Durand qui tente de relancer ici. Son histoire foisonne de victoires grandioses, de défaites éclatantes, de bonheurs et de drames. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Chaque année, pendant 3 semaines, la puissance de ce conte magique sans cesse répété illumine le quotidien des Français. Chaque mois de juillet, après le repas familial, il y a le Tour de France. Tout s'arrête. Dans les campagnes, à notre époque, il y avait très peu d'animation. Et le Tour de France, c'était l'animation de l'été. Le Tour de France va bien au-delà du sport. C'est bien sûr un événement sportif, mais un événement culturel, un événement identitaire. Un mois de juillet sans le Tour de France n'est pas un mois de juillet. Le secret de cette popularité jamais démentie ne se cache pas seulement dans la bravoure des coureurs. C'est entre Poulidor et Anquetil que se joue ce tour, que se joue le sort du maillot jaune. En traversant le XXe siècle, le Tour accompagne l'histoire en marche. Il place des villages oubliés sous le feu des projecteurs, développe une part de notre industrie, participe à l'essor de la société de consommation, puis à la mondialisation. Pour ma famille, il y a eu 2 grands facteurs d'intégration, l'Église et le Tour de France. Moi, j'ai grandi à Brazzaville, au Congo. Pour moi, la France, c'était le général de Gaulle et le Tour de France. Regardez-moi. C'est une histoire de Français, c'est une histoire du peuple. À travers le témoignage de Françaises et de Français, c'est 120 ans d'histoire que nous revisitons. 120 ans qui ont fait du Tour bien plus qu'une simple course cycliste. L'un des événements les plus populaires et fédérateurs de notre pays. Chez les Moirans, la passion du Tour de France se transmet de génération en génération. Sur une petite route du Limousin, Michel a vu défiler les coureurs pour la première fois il y a 60 ans. Je devais avoir 7-8 ans quand j'ai commencé à observer mon père qui venait régulièrement les après-midi écouter l'arrivée du Tour de France. Devant Bartali à 42 secondes. Gimignani et Barbotin à 43 et 42 secondes. Mon père était agriculteur, travaille à cette période, c'est une période très chargée, période des fenaisons, des moissons, où c'était un travail extrêmement pénible, rugueux, où je voyais les hommes, au moment des battages, monter les sacs de blé au grenier à l'épaule. C'était quand même quelque chose, des sacs de 80 kilos. C'était des efforts quasiment surhumains qu'on demandait à ces gens-là.
Mon père était convaincu que ce métier de cycliste si particulier, parce que pour lui c'était un métier, il était convaincu qu'il était plus exigeant, plus rude que le métier de paysan. Alors, pour que mon père dise ceci, il fallait vraiment que ce soit un métier difficile, celui de coureur cycliste. Lorsque la première édition du Tour s'élance en 1903, les routes ne sont que des chemins de terre cabossés, poussiéreux, parfois impraticables. Les coureurs, titans authentiques couchés sur leurs machines, s'élancent au milieu de la nuit pour des étapes de 400 ou 500 km comme Paris-Lyon ou Marseille-Toulouse. Le long de cet interminable parcours, les organisateurs multiplient les points de contrôle pour éviter les fraudeurs tentés de prendre des raccourcis après avoir étudié la carte. Le boyau de rechange enroulé autour des épaules, ces pionniers portent uniquement de quoi boire et s'alimenter. Autonomes, ils n'ont droit à aucune assistance, tel le navigateur qui part à l'aventure sur une coquille de noix. Quand on découvre pour la première fois les grands cols pyrénéens, on ne sait pas ce que c'est. On imagine qu'on va être mangé par un ours, qu'on n'arrivera jamais là-haut, qu'on ne redescendra pas. On est dans une époque, il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, les machines sont épouvantables. C'était des vélos qui faisaient plus de 20 kilos chacun, où les freins étaient pratiquement inexistants, où pour changer de vitesse, vous étiez obligé de tourner la roue arrière pour changer de pignon, avec des selles. Mon Dieu, j'aurais pas voulu être assis sur leur selle pendant ces longues étapes. C'était des étapes très très longues. C'était des gens qui avaient une résistance incroyable et les meilleurs d'entre eux étaient réputés pour leur force. Ils n'étaient pas forcément des hommes très grands ou très costauds, mais ils avaient une résistance physique incroyable. Et dans ma tête d'enfant, j'imaginais quelque chose comme d'inaccessible. Et ces gens, c'était des héros, c'était des surhommes. Dans les premières années, le peloton apparaît comme un ballet de silhouettes floues et d'ombres perdues. Les cyclistes qui se professionnalisent peu à peu demeurent encore de parfaits inconnus. Qui se souvient aujourd'hui de Maurice Garin, tout premier gagnant du Tour, retourné à la gestion d'une station essence quelques années plus tard? Ou de Philippe Thys, triple champion de la course. Ou encore de Lucien Petit-Breton, ancien voiturier, vainqueur de 2 éditions consécutives en 1907 et 1908. Mon grand-père était issu d'une famille très modeste. Si mon grand-père n'avait pas été coureur cycliste, il se serait retrouvé peut-être comme un de ses frères docker sur le port de Buenos Aires ou sur le port de Nantes. Pour être coureur, à l'époque, en 1907, il fallait être quelqu'un issu
de la classe ouvrière et quelqu'un qui avait l'habitude de l'effort et qui devenait une bête de somme. À la sortie de l'usine ou en quittant les champs, nos concitoyens s'attardent le long des routes et s'identifient à ces héros trimardeurs qui leur ressemblent tant. Car en ce début du XXe siècle, les loisirs sont rares. Les Français, épuisés par des journées de labeur sans répit ni congé, trouvent en ces champions une incarnation positive de l'effort qui dicte leur quotidien. Pour la première fois, c'est l'événement qui vient à eux, jusque sur le seuil de leur maison. Au mois de juillet, la course devient peu à peu une parenthèse enchantée pour les classes populaires. Ce coureur qui pédale dur, eh bien, il donnait envie aux paysans de s'accrocher, de travailler dur sa terre. Il donnait envie à l'ouvrier de s'accrocher à sa chaîne pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'était un modèle, parce que eux nous montraient qu'en forçant, eh bien, ils arrivaient à gagner quelque chose. Lors de l'édition 1913, une aventure va marquer les esprits. Parmi les grandes histoires mythiques, évidemment, mon grand-père m'avait raconté ça quand j'étais très très jeune. C'est Eugène Christophe qui casse sa fourche dans une grande étape pyrénéenne et qui, à Sainte-Marie-de-Campan, arrive à la forge, il a cassé sa fourche. Il a réparé lui-même, car il ne pouvait pas se faire aider pour la réparation de sa fourche. C'était interdit dans le règlement. Donc il a soudé, remboîté sa fourche et il a pu continuer son Tour de France. Que ce coureur-là, dans la difficulté, dans l'impossibilité, se soit débrouillé tout seul et eu la capacité à reconstruire sa mécanique pour poursuivre son objectif, c'est-à-dire terminer le Tour de France, parce que c'était ça. Je pense que ça crée de la sympathie, et puis les gens, ils s'identifient, ah tiens, ben oui, il est comme moi, quoi, en définitive. C'est un type sympa, c'est un ouvrier, ce mec, il connaît la valeur du travail, et il sait faire, il sait se servir de ses mêmes pas que de ses jambes. L'histoire rocambolesque d'Eugène Christophe entre dans la légende. Grâce au talent d'homme de plume, dont les récits épiques fascinent, la course va prendre toute sa dimension auprès du public. C'est d'ailleurs l'Auto, un journal populaire mais en difficulté, qui a créé le Tour de France pour gonfler ses ventes. Dès le début, les journalistes et les plus grands écrivains, comme Tristan Bernard, subliment cette grande course cycliste et la racontent sous la forme d'une épopée aux ressorts inépuisables. Il y a les acteurs, les cyclistes. On ne sait pas ce qui va leur arriver, accessoirement. Il va y avoir des drames, des exploits, des victoires. On va les relater. Il y a la France, c'est le décor. Et tout est en place pour une pièce de théâtre. Et le génie du sport, mais du Tour de France en particulier, c'est qu'on ne sait pas la conclusion de l'histoire. En 1914, lorsque l'édition du Tour s'achève, les Français entendent déjà au loin les canons de la ligne de front. La Grande Guerre commence et donne un coup d'arrêt à la course. Les forçats de la route, selon l'expression du journaliste Albert Londres, deviennent des soldats de la nation. Désormais, ce n'est plus le boyau de rechange qui habille leurs épaules, mais la lanière du fusil. Quand la guerre de 14-18
s'est déclaré, mon grand-père a été mobilisé immédiatement. Pour maintenir le lien naissant entre les coureurs et la population, le journal L'Auto donne régulièrement des nouvelles de ces sportifs mobilisés sur le front. L'histoire de la course fusionne alors avec celle de notre pays. Les Français aimaient ces grands champions et donc les Français attendaient des nouvelles. Que sont-ils devenus? Alors tant qu'ils étaient en bonne santé, en vie et en action, on donnait des nouvelles, notamment pour mon grand-père qui a porté le pli de mobilisation des taxis de la Marne en vélo incognito à Paris au général Gallieni. Ça s'est dit, il y a eu des photos, ça a été dit dans la presse. Jour après jour, les lecteurs sont informés du destin parfois tragique des coureurs, héros ordinaires sacrifiés par la guerre. Comme celui de nombreux anonymes, leur nom vient noircir la longue liste des morts au champ d'honneur. En 1917, l'avion d'Octave Lapise, devenu en quelques années l'une des plus grandes figures du Tour, est abattu au-dessus de Verdun. Quant à Lucien Petit-Breton, double vainqueur de l'épreuve, son décès fait la une. À l'issue de la guerre, le pays est exsangue. Les routes en mauvais état, le peloton décimé. Mais en 1919, les organisateurs de la course entendent bien célébrer la victoire avec les Français des provinces jadis perdus qui réintègrent la nation. Avec l'Alsace et la Lorraine dans son tracé, le Tour de France est complet. Une nouveauté accompagne cette édition de la Renaissance. Il s'agit du maillot jaune. Le maillot jaune est devenu très important pour les Français parce que cette couleur n'existait pas dans le peloton. Il n'y avait pas de maillot de cette couleur-là. Donc le jaune est devenu la référence. Donc tous les spectateurs peuvent le repérer, l'applaudir et accroître leur association, leur identification avec cet homme qui est à la fois très loin et très proche. C'est le repère. On cherche le maillot jaune. Tout le monde veut voir le maillot jaune. Et donc, on le cherche, on scrute, on regarde où c'est qu'il est, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est seul. Là, le maillot jaune, mais c'est le marqueur du Tour de France. Dans les années 30, la guerre est déjà loin. À Paris, on s'amuse. Ce sont les années folles, légères, intenses. La nuit, les cabarets ne désemplissent pas. Le dimanche, les Français enfourchent leur vélo. Jeunes et moins jeunes ne sont plus de simples spectateurs. Ils succombent tous à la folie de la fée bicyclette. En l'espace de 15 ans, le nombre de vélos vendus est multiplié par 3. Une ville en particulier participe à l'essor de la petite reine en France, Saint-Étienne. Émile et Edmond Mercier sont nés ici. Fils d'un ancien ouvrier, fondateur des célèbres cycles Mercier,
les deux frères se souviennent de la démocratisation du vélo pendant l'entre-deux-guerres. L'entreprise familiale se trouvait dans le quartier de la Rivière. Pour moi, ce quartier de la Rivière, c'est vraiment le quartier des ateliers. Et là, cohabitent beaucoup de métiers qui sont liés au cycle ou à l'arme. Mon père est arrivé, a fait 14-18, il avait été gazé. Il est rentré dans une maison qui s'appelait Automoto, qui était une branche de Peugeot. Et puis le cycle avait l'air de bouger. Ils ont pris un garage et il s'est mis à faire des premiers cadres. Et puis d'un petit atelier, il a pris une usine et puis c'est devenu les cycles Mercier. Dans l'entre-deux-guerres, Saint-Étienne, c'est devenu la capitale du cycle, avec donc tout ce que ça groupe, parce qu'il fallait faire des vélos, il faut des pédales, des manivelles, des éclairages, des freins, et ça a accumulé plein d'artisans qui se sont mis à fabriquer des pièces détachées. Donc ça regroupait tout le cyclisme. Pour monter un vélo, il fallait faire des courses à Saint-Étienne. Comme il y avait beaucoup de fabricants de cycles, tous les ouvriers étaient équipés de bicyclettes et venaient au travail en bicyclette. Parce que moi, je me rappelle, bon, j'avais 3 ans, mais il y a eu la folie du tandem. Mais on avait un chef d'atelier avec une femme qui était très belle en plus, donc tout le monde la regardait, et qui passait leur vie en tandem. Ils venaient au travail en tandem, et l'été, ils partaient en vacances en tandem. Ils avaient des ensembles super chics, le même pantalon, le même blouson, et tout le monde parlait d'eux, quoi. Et c'était toujours en tandem. En juin 1936, les travailleurs de France ont conquis 2 semaines de congés payés. Avec le Front populaire, les Français sont à la fête. Sans le savoir, le gouvernement de Léon Blum vient de donner un nouveau souffle au Tour de France. Les congés payés sont une bénédiction pour la Grande Boucle. Chaque été, on ferme, on part, on s'en va. La clé sous la porte, la joie dans le cœur. Vers la campagne et le grand air, vers la montagne et vers la mer, vers le soleil et la santé. Le long du parcours, les juilletistes pique-niquent et attendent l'arrivée du spectacle, avec le privilège de ceux qui ont le temps. En juillet, les premiers congés payés de 1936 arrivent, voilà. Et le croisement des congés payés avec l'épopée du Tour de France, des 3 semaines du Tour de France en 1936, va former, si je puis dire, la grande histoire qui va surgir et qui va durer jusqu'à nos jours. L'avènement des congés payés est un facteur amplificateur très important parce que les gens sortent, profitent du beau temps, profitent de la nature, se rendent sur les lieux où passe le Tour de France. C'est quoi les congés payés? C'est plein de mois de juillet, il fait beau, il fait chaud, c'est du temps. Les gens s'installent sur le bord de route. J'ai ces souvenirs d'images qu'on a vues, les nappes à carreaux, les pique-niques, les paniers. Humainement, c'est complètement incroyable. Tout cela a accompagné le développement de la bicyclette, du Tour de France, et puis le plaisir de vivre et de bénéficier pleinement des congés payés.
l'euphorie des congés payés ne dure pas. La course devient un parfait reflet de la montée des nationalismes qui s'exacerbent en Europe. Jusque-là, les coureurs étaient regroupés par équipe sous la bannière d'un sponsor, des fabricants de cycles pour la plupart. Au début des années 30, pour parer aux tricheries accumulées par ces enseignes pressées de s'accaparer les faveurs de tel ou tel champion, les organisateurs ont fait le choix des équipes nationales. Les noms de marques de cycles ont disparu au profit des drapeaux de chaque pays. « 10 équipes internationales et le départ du Tour de France. Peut-être se trouve-t-il chez les Espagnols des spécialistes de la montagne. Les Français de l'équipe nationale aspirent à une revanche. Dès lors, les coureurs deviennent des patriotes qui font rayonner l'image de leur nation au-delà de ses frontières. En 1932, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la victoire d'étape de Kurt Stoppel est source de fierté pour les Allemands. In dieser Rundfahrt teilzunehmen. Mein Name ist Stoppel. Les nouveaux tyrans du vieux continent n'hésitent pas à instrumentaliser le Tour de France. En 1938, Mussolini s'approprie la victoire de Gino Bartali, légende du cyclisme transalpin, pour afficher la supposée supériorité de l'homme nouveau dans l'Italie fasciste. Une intrusion que goûte peu le grand Gino. Lors d'une cérémonie organisée en grande pompe à Rome pour célébrer l'équipe cycliste italienne, Bartali, dit le pieux, refuse de faire le salut fasciste devant le Duce. La légende raconte qu'il aurait jeté dans le fleuve Arno la médaille offerte par le régime. Symbole des lignes de fracture qui se dressent entre les nations européennes, l'Italie de Mussolini, l'Allemagne d'Hitler et l'Espagne de Franco refusent de participer à l'édition de 1939 qui s'élance. En juillet 1940, le Tour de France ne part pas. Comme 25 ans plus tôt, la grande boucle s'arrête pendant la durée du conflit. Henri Desgranges, fondateur de la course, meurt. Son successeur, Jacques Godet, flirte avec les autorités vichistes et allemandes jusque dans les colonnes de son journal. Lotto, accusé de collaboration, ne survit pas à la libération. C'est la fin d'une époque. Lotto, discrédité, devient l'équipe, qui prend la relève et organise l'édition de la reprise en 1947. C'est Marcel Cerdan qui donne à l'Arc de Triomphe le départ du Tour de France 1947, le premier depuis la guerre. 100 coureurs français, belges, suisses, luxembourgeois et italiens s'élancent pour la grande ronde. Les Français retrouvent le Tour avec la ferveur des lendemains qui chantent. Le Tour de France 1947. Deux mots me viennent spontanément, la joie et la liberté. C'était pour les spectateurs la fête, l'applaudissement
Et la victoire pour le premier qui a été, par exemple, Robic, eh bien, Robic, il a porté l'espoir de tous les Français qu'ils pouvaient eux aussi gagner dans leur métier, dans leur profession, dans leur famille, être des bons. Nos compatriotes, pressés de tourner la page de l'occupation, s'enthousiasment pour Jean Robic, héroïque vainqueur de l'édition 1947. Quand le Breton passe au Tourmalet, il a 4 minutes 28 d'avance. Et il semble que le maillot jaune soit solidement accroché sur ses épaules. Il est l'incarnation parfaite d'une France meurtrie qui se relève fièrement. Et pour ce premier tour d'après-guerre, les organisateurs décident de bousculer la tradition. Depuis la naissance de la course, chaque parcours suivait les contours de la nation et longeait strictement les frontières. Désormais, le peloton va explorer la France de l'intérieur. Le long des routes du Tour se dévoile alors un pays scindé en deux. D'un côté, la France des villes, pleine de promesses, qui entre tambour battant dans les 30 glorieuses en produisant de la richesse. De l'autre, la France des campagnes, inquiète, frappée par l'exode rural qui se vide lentement de ses habitants. Mais au mois de juillet, ce sont bien le Limousin, la Drôme ou la Corrèze qui sont à l'honneur. À cette France qui se sent laissée de côté par la fièvre du progrès, la Grande Boucle, manifestation itinérante, offre chaque année un formidable coup de projecteur. Dans les campagnes, à notre époque, il y avait très peu d'animation, à part les fêtes de village, une fois de temps en temps, le carnaval. Et le Tour de France, c'était l'animation de l'été. Voir ces champions qui passaient l'un sur nos terrains, devant nous, à côté de nous, ça nous mettait en valeur, ça nous valorisait, on se sentait exister grâce à eux, parce qu'ils venaient nous saluer chez nous. Le fait que ces idoles, que ces champions viennent chez nous, viennent nous voir, c'était eux qui nous ouvraient cette fenêtre sur le monde et qui, en quelque sorte, disaient au monde, il y a des gens importants, on va aller les voir. Il y a des gens qui comptent, on va aller les voir. Plus que n'importe quel autre événement, la Grande Boucle raconte désormais ces petits bouts de France, à qui plus rien ne semble promis. C'est une célébration annuelle de la ruralité. Les coureurs, eux, communient au gré des lieux et des circonstances avec ce qui fait l'essence d'un pays. Ses paysages, ses villages et ses villes.
Mon grand-père relatait les étapes du Tour de France. Donc, il avait une carte de Tour de France et il épinglait tous les soirs sur cette carte géographique avec un petit drapeau l'avancée du Tour de France et les étapes. Et je voyais bien que Bordeaux, Libourne, je ne sais quoi, Paris, j'ai réussi à situer Paris sur une carte. Grâce à ça, j'ai encore ce souvenir-là. C'était une épingle rouge et c'était un petit drapeau bleu-blanc-rouge qui était planté sur Paris. Durant mon enfance, nous étions limités à notre région, à notre coin. Au maximum, on allait à 100 km du village. Le plus loin que nous sommes allés, c'est Lyon. Mais grâce au Tour de France, nous avons appris à connaître des villes de la Bretagne, des villes de Bretagne, des Vosges, et que ce soit des villes importantes ou moins importantes. Grâce aux exploits des coureurs, de nouveaux lieux jusqu'alors inconnus du grand public deviennent des étapes incontournables que les Français découvrent et s'approprient. À l'époque, je me retrouvais peut-être au cours moyen première année, deuxième année, et on apprenait la géographie, on apprenait les Alpes. Eh bien moi, je connaissais très bien les Alpes. Moi, les petits Italiens qui n'avaient jamais voyagé qu'entre la France et l'Italie, eh bien, je me rappelle que l'instituteur à l'époque avait dit, Patricio, à l'époque, c'était Patricio, tu peux nous parler des Alpes? Eh bien moi, je connaissais le col du Petit Saint-Bernard. Et là, je me suis senti briller dans cette classe, grâce au col du Petit Saint-Bernard, appris grâce au Tour de France. L'aigle vole maintenant vers son aire. Ses compatriotes lui réservent un accueil plus que chaleureux. Coppi entre vivant dans la légende du Tour de France. Encore la violente de Sestrière et c'est la foule hurlante à la gloire de son idole. Moment de grande pièce. Après Gino Bartali, la nouvelle vedette du cyclisme italien s'appelle Fausto Coppi, vainqueur des éditions 1949 et 1952. Sur la grande boucle, les Italiens sont tous derrière Coppi. Pour la deuxième fois, Coppi, comme deux autres Italiens, Botecchia et Bartali, a remporté le Tour de France. Surtout ceux qui ont traversé les Alpes pour fuir le fascisme ou la pauvreté et qui habitent en France. Ceux-là ne ratent aucun de ces exploits. Jusqu'à 6 ans, j'ai parlé pratiquement italien et même le Veneto en famille. Donc, un des moyens pour pouvoir acquérir la langue française, c'était d'écouter la radio, c'était d'écouter le transistor. Le seul moment où j'entendais parler français au transistor, c'était quand mon père l'écoutait, il écoutait le Tour de France. Et bientôt, Fausto Coppi roule seul vers la ligne d'arrivée. Italienne, française ou espagnole, en fonction de ses origines, avec un enthousiasme inconditionnel, chacun soutient son idole. Avignon a retrouvé son animation des grands défilés d'antan. Une foule nombreuse. Mais quand l'été arrive, le petit miracle opère. Quelles que soient les attaches des uns et des autres, le cœur de toute la population bat finalement sur le même tempo. Donc au moment où le Tour de France passait, les gens se retrouvaient, c'était un moment de convivialité où les gens se retrouvaient et échangeaient. Dans notre village, il y avait de nombreuses nationalités. Il y avait les macaronis, il y avait les Rital, il y avait les Polacs. Dans ma prime enfance, il y avait du racisme. On nous appelait les macaronis. On nous appelait les macaronis bien avant qu'on nous appelle les Rital. Hein. Les Rital, c'est venu plus tard. Mais il n'y avait plus de macaronis ni d'Italiens quand le Tour de France arrivait. On était tous réunis autour de cette passion du vélo. Les gens apportaient à manger et on partageait.
Et je sais, moi, on avait une voisine italienne, comme on ne mangeait pas de porc, chaque année, elle nous apportait un truc sans porc. Cette dame-là, je me rappelle très bien de son nom, Madame Massimo, elle nous faisait découvrir les plats italiens, pendant que nous lui faisions découvrir les plats algériens. L'Italien Gino Bartali est fils de maçon. Coppi, lui, est né dans une famille paysanne. L'Espagnol Federico Bahamontes, surnommé l'Aigle de Tolède, vainqueur du Tour en 1959, a un père ouvrier. Ces as du vélo sont issus du peuple. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas fidèles à cette tradition rurale et populaire, ou qui n'en portent pas les valeurs, sont montrés du doigt, raillés, voire rejetés. Louison Bobet est un cas emblématique. Vainqueur du Tour en 1953, 54 et 55, l'homme domine son sujet. Son coup de pédale écrase tous ses adversaires. Chez Louison Bobet, outre la posture sur la machine, il y a aussi son attention à la manière d'être cycliste. Tout était calculé dans sa manière de paraître sur une machine, bien droit, bien lisse, etc. Il est difficile pour un ouvrier, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie, qui vient des champs, bref, pour le bas peuple, pour le dire clairement, il est difficile de s'incarner dans Louison Bobet. Il a un côté bourgeois du cyclisme. Si le champion revendique un sérieux, une élégance et une méticulosité dans la préparation des étapes, de nombreux Français voient en lui une forme d'austérité, un excès de zèle incompatible avec l'esprit du Tour. Son attitude un peu hautaine faisait qu'il n'accrochait pas avec le peuple qui aime le vélo. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas envie de lui taper dans le dos comme un autre coureur. Il était un peu intimidant, je sais pas, mais peut-être à tort. Effectivement, mon grand-père était quelqu'un qui aimait l'élégance, qui aimait être toujours apprêté. Il avait toujours un peigne dans sa poche, il se repeignait comme ça à chaque fois, tout le temps. Il était toujours très apprêté et il aimait ça, il avait besoin de ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, les générations qui l'ont connu me disent « Ah, votre grand-père, quelle aura, quelle élégance !» Vraiment. Lorsqu'il perd, Bobet pleure. Il lui arrive de sortir un mouchoir quand les autres utilisent plus trivialement leurs doigts. Le long de la route, certains spectateurs l'affublent de surnoms moqueurs, comme la pleureuse ou encore Louisette Bonbon. Pour cela, le coureur, pourtant fils de boulanger, incarne la France des villes. Tandis que le Tour, au contraire, est porteur de traditions simples, de fraternité authentique et de spontanéité. Il aimait cette position de star, mon grand-père. Il a beaucoup travaillé ça, d'ailleurs, aussi avec les industriels, avec ses sponsors. Mercier, par exemple, il courait sur des vélos Mercier, mais voilà, ils étaient arrivés à un accord. Alors, je crois que ça a été un peu complexe, mais ils sont arrivés à un accord où Louison Bobet faisait du vélo sur les vélos Mercier, mais il avait apposé sa marque, Louison Bobet, sur le vélo.
Oui, Louison Bobet est un visionnaire. Ce qu'il a demandé et ce qu'il a obtenu de son employeur, qui était les Cycles Mercier, c'est de courir sur une bicyclette et sur des maillots à sa marque. Donc évidemment, le rayonnement pour Mercier n'était plus là. Et ça a forcément créé des discussions, des tensions même, entre Louison Bobet et Mercier. Mais Louison Bobet a su gérer ça, et si difficile que c'eût été accepté pour les Mercier, la relation a toujours été bonne avec Louison Bobet. Le palmarès de Bobet, cycliste élégant et homme d'affaires avisé, a marqué l'histoire du vélo tricolore. Il reste aujourd'hui encore l'un des plus grands noms de l'histoire du Tour. La France des clochers, elle, va se trouver une idole à son image. Au milieu des années 60, Raymond Poulidor fait son entrée dans la course. Sur le bord des routes, le peuple du Tour en fait immédiatement l'un des siens. Oh, Poupou! 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 Pour Poulidor, tout simplement. Poulidor, oui, oui, oui. Poulidor, non, non, non. Poulidor gagnerait pas. Quel est votre favori? Poulidor, bien sûr. Votre favori? Votre favori? Poulidor. Votre favori? Votre favori? Poulidor, Poulidor. 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 Moi, j'ai vu des scènes d'amour pour Raymond Poulidor, de grand-mère. On n'a jamais compris le charme qu'il avait sur tout le monde. Sur tout le monde. Et pourquoi vous le préférez, celui-là? Parce que je l'aime. Mais je l'aime, c'est tout. Nous aimions Raymond Poulidor parce que c'était quelqu'un de chez nous, parce que c'était quelqu'un comme nous. Originaire du Limousin, Poulidor, le chouchou des Français, affiche depuis toujours et sans retenue ses attaches paysannes dans la ferme familiale où il a grandi. Il a été toujours bon petit, alors il a été bon élève, et il ne sortait jamais, et il écoutait toujours bien sa mère, ou ça il m'aidait tout le temps faire le travail. Et puis il allait faire les commissions les jeudis, quand il n'avait pas d'école. Alors il prenait le vélo, il commençait à faire son entraînement comme ça. Pour mes parents, mais pour le voisinage, pour la région, c'était un fils. C'était un frère, c'était un cousin, c'était un tonton, c'était quelqu'un de la famille. Raymond Poulidor, il a eu une affection pour cet homme exceptionnelle dans la région. Malgré sa carrière fulgurante et tout ce qu'elle a pu lui apporter, Poulidor n'a pas abandonné pour autant ses habitudes. Il aime toujours s'entraîner sur les routes limousines qui virent ses débuts, et le froid ne l'empêche pas de faire de longues sorties, chaudement emmitouflé dans un gros pullover. Pendant l'hiver, je suis à peu près comme le Français qui se respecte. J'aime bien bricoler. Et cette année, comme nous avons aménagé notre nouvelle maison, je fais des petits bricolages, car j'aime ça. Et puis, il faut bien le dire, j'ai un peu gardé des manières du petit paysan que j'étais avant que le cyclisme m'ait donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Raymond, c'était un amour de mec, quoi. Il n'y avait aucun problème avec Raymond. Moi, je l'emmenais en voiture, j'avais une belle voiture, il était tout content d'être dans ma voiture. C'était un gars exceptionnel, de gentillesse et de simplicité, alors qu'il avait tout pour avoir la grosse tête, tout. Le Tour de France, pour nous, à partir du moment où Raymond Poulidor l'a fait, c'était le tour de Raymond Poulidor. Nous étions tous derrière lui et nous étions heureux quand il gagnait et nous étions malheureux quand il subissait des échecs, et ça nous est arrivé souvent. Car Poupou semble jouer de malchance. Dans le peloton, c'est un autre coureur qui roule en jaune. Jacques Anquetil est le nouveau seigneur du Tour. Surnommé le gérant de la route,
ce sportif au regard froid remporte 5 tours à partir de 1957. Raymond Poulidor entame alors une carrière d'éternel second. Nous roulons derrière Jacques Anquetil, dont nous admirons le coup de pédale. C'est l'un des plus beaux que l'on ait connu dans le sport cycliste, et ce sont d'anciens coureurs cyclistes qui reconnaissent cela. Jacques Anquetil arrive sur les talons, si j'ose dire, de Raymond Poulidor, le passe, voyez comment, sans un regard. Poulidor va essayer de s'accrocher à lui pendant quelques centaines de mètres, mais il ne pourra suivre l'allure endiablée de Jacques Anquetil, décidément l'homme le plus fort de ce Tour de France. Durant la période où la République française était divisée durant le mois de juillet entre Anquetil et Poulidor, j'étais un des rares dans mon village à être un anquetiliste. Le reste était poulidoriste. Mais nous étions viscéralement contre Jacques Anquetil. C'était le courage. Ne serait-ce que quand on entendait prononcer son nom, il y avait presque une crise d'urticaire qui nous montait, quoi. Mais dans toute la famille, mais nous n'étions pas les seuls. J'étais pour Anquetil parce que je trouvais qu'il méritait qu'on le soutienne, parce que tout le monde était contre lui, tout le monde l'insultait. Et premièrement. Et deuxièmement, je trouvais que son palmarès méritait qu'on le soutienne. Jacques Anquetil, qui vient pourtant d'une famille modeste, ne fait rien pour plaire au petit peuple. Comme Bobet en son temps, il affiche ses nouveaux signes extérieurs de richesse et n'hésite pas à se mettre en scène. À la barre de son bateau ou dans son grand manoir normand. Un jour, quelqu'un a dit de vous qu'à la place du cœur, vous aviez une caisse enregistreuse. Ça vous a offusqué? Non, mais enfin, je crois que c'est pas exact. Ça dépend comment on comprend la question. À tous ceux qui vous reprochent parfois de n'être qu'un professionnel, de n'être qu'un coureur qui pense à son contrat et à ce qu'il gagnera à la fin de la course, est-ce que vous seriez capable de répondre que vous pourriez courir pour une médaille s'il le fallait? Non, pas du tout. Le sport cycliste est beaucoup trop dur pour courir pour des médailles. Le choc culturel entre Anquetil et Poulidor, il est aussi dans le mode de vie choisi par les deux êtres. Jacques Anquetil dépense et montre qu'il dépense. Et donc il fait étal de sa réussite et de son argent. Raymond est resté dans l'humilité et dans l'absence d'action ostentatoire, achat de belles voitures, etc. C'était pas son mode de fonctionnement. Et c'est aussi pour ça qu'il reste près des Français. L'affrontement entre ces deux hommes et ces deux France trouve son apothéose le 12 juillet 1964. Rapidement un pointage, savoir si... Ce jour-là, à la 20e étape, dans la montée du Puy-de-Dôme, Poulidor attaque, mais Anquetil le rattrape. Poulidor répond, Jacques Anquetil aussi, oui. Faire quelques longueurs dans le démarrage, pour lui, c'est normal. Retransmis en direct à la télévision, le duel est l'un des plus grands moments de l'histoire du Tour. Jacques Anquetil n'a pas été surpris par Raymond Poulidor. C'est l'instant crucial pour Poulidor qui approche les 3 derniers kilomètres avant le sommet. S'il ne répond pas ici, c'est fini. Poupou peut enfin gagner. À travers lui, c'est toute la France des campagnes qui rêve de revanche en retenant son souffle. Lequel des deux pédale avec le plus de facilité? C'est évidemment la question qu'on peut se poser. Les styles sont opposés. Jacques Anquetil semble plus souple. Raymond Poulidor arrache sa machine, mais... Et là, c'est extraordinaire parce que tout se passe dans la tête, en vérité. Raymond Poulidor est plus fort ce jour-là. Ce jour-là, il doit gagner le Tour de France, écraser Jacques Anquetil et enfin porter pour la première fois le maillot jaune et même ramener le maillot jaune à Paris. Il n'y a pas de doute sur la question. C'est entre Poulidor et Anquetil que se joue ce tour, que se joue le sort du maillot jaune.
Raymond Poulidor est plus fort, mais il n'ose pas attaquer. Pourquoi n'ose-t-il pas attaquer Jacques Anquetil? On ne saura jamais. Lui-même n'a pas su vraiment l'expliciter. On dit il va gagner le Tour de France, il va gagner le Tour de France, il va le lâcher, mais qu'il attaque. On voulait le pousser, on voulait l'aider, etc. Mais pourquoi il n'attaque pas? Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici? On a toujours cette impression, puisque son style paraît plus puissant, il lâche Anquetil. Anquetil perd quelques longueurs sur Poulidor. Voilà des secondes qui vont compter double là, maintenant. Si Raymond Poulidor attaque à 5-6 km du sommet, il prend le maillot ce jour-là et probablement qu'il gagne le Tour de France. Bien évidemment, il attaque trop tard. Il est comme, on va dire, sous l'emprise psychologique de Jacques Anquetil à ses côtés. Parce qu'il ne démarre pas, on attend que ça, mais qu'il démarre. Et il démarre à un moment donné, mais il démarra trop tard. Il avait 56 secondes à combler sur Jacques Anquetil. Il ne semble pas qu'il pourra, en tout cas, prendre cette avance à Anquetil au cours des derniers 1500 mètres de l'ascension du Puy-de-Dôme. Poulidor termine maintenant. Il a perdu de 9 secondes le Tour de France. Vous vous rendez compte? 9 secondes le Tour de France. C'était terrible. Nous avions vécu un moment, la passion nous avait tellement lâchés, on était tellement abattus que c'était une soirée triste. Je me souviens encore, quand mon père est reparti de cette étape-là, il n'avait rien commenté. Il était parti sans rien dire. Plus que 50 mètres pour Jacques Anquetil, qui termine même en roue libre. Tape pour Jacques Anquetil, mais il y a, semble-t-il, 41 ou 42 secondes que Raymond Poulidor est arrivé. Raymond Poulidor, perdant magnifique de ce Tour 1964, fait la fierté de la France des territoires. Mais c'est bien Anquetil qui remporte cette édition, balayant ainsi les espoirs du monde rural, destiné à rester dans l'ombre. Soi-disant, ils étaient rivaux, mais je crois qu'ils s'aimaient bien. Ils s'aimaient bien. Ça a joué aux deux, pour les deux. Ça a joué, cette rivalité. Et je sais que dans le privé, ils jouaient aux cartes pas mal, au rami, et ils s'entendaient très bien. 1966 est la dernière édition pour le grand Jacques Anquetil. Le géant a fait son temps. Resterait-il une dernière chance à la France de Poulidor de connaître son heure de gloire et de prendre enfin toute la lumière du Tour? Voici Merckx qui arrive sur le circuit de Mourinx, Ville-Nouvelle. Bravo Merckx! Bravo Merckx! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 km où j'ai suivi, mais où tout au moins je précédais Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx! Allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, bravo Merckx, c'est un seigneur! Malheureusement, Poupou doit bientôt compter avec l'arrivée dans la course d'Eddy Merckx, un jeune Belge que rien ne semble pouvoir arrêter. Abonné au maillot jaune, on surnomme déjà Merckx l'ogre ou le cannibale pour son insatiable faim de victoire. Un coureur venu du plat pays pour faire de l'ombre à Poupou, c'en est trop pour des millions de Français. Il gagne trop souvent, il faut changer un peu. Ah, j'ai horreur d'Eddy Merckx, c'est l'horreur. Et il n'est pas de chez nous. Moi, je le trouve plutôt égoïste. J'admire ses performances, mais je ne l'apprécie pas parce que c'est un prétentieux. Ah, c'est un prétentieux. C'est un bêcheur. Ah, papa, c'est un bêcheur. Entre 1969 et 1974, Eddy Merckx remporte 5 Tours de France. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands coureurs de tous les temps et son nom est inscrit à jamais dans les annales de la Grande Boucle. De retour dans son Limousin natal, Raymond Poulidor prend sa retraite en 1977 après une longue carrière. Avec un beau palmarès, ça va, Bouchon? Mais sans jamais avoir gagné le Tour de France.
Édition après édition, l'engouement des Français pour la Grande Ronde devient quasi religieux. Cette ferveur va se trouver renforcée par un autre élément du spectacle qui devient au cours du temps incontournable. Il s'agit de la caravane du Tour de France. Ah, la caravane, c'est quelque chose qui met de la magie dans le Tour de France. Papy, mon grand-père, m'emmenait sur le Tour de France. Je vous avoue que moi, j'étais petite. L'aspect technique, les stars, etc., c'était pas... Mais la caravane, incroyable. Pour l'enfant que j'étais, mais c'était la fête. Et puis, c'était gigantesque. On a été émerveillés, c'est Noël avant Noël. Et même à mon âge, quand je regarde passer la caravane, je suis toujours émerveillé. Née en 1930, la caravane prend la forme d'un défilé de marques venu profiter de la course pour faire de la publicité. Elle participe ensuite à l'entrée des Français dans l'ère de la consommation de masse. Une fois de plus, le Tour accompagne son époque. Véhicules décorés, distribution de bonbons, de gadgets en tout genre. La caravane passe 1 heure avant les coureurs et suscite l'enthousiasme. Car le Tour est magique. Au contact de la course, un défilé purement commercial et marchand se révèle être un joyeux spectacle. Envoûtant et féerique. À ce moment-là, la télé n'existait pas, la publicité n'existait pratiquement pas à la radio. Moi et ma famille, on a découvert le réfrigérateur, la machine à laver, l'aspirateur, grâce au Tour de France. J'ai découvert dans la caravane des marques, des produits, des images qui me semblaient inaccessibles. J'ai souvenir de cette caravane absolument fantastique avec le bonhomme Michelin. C'était incroyable, ce bonhomme blanc là, ça me happait complètement. Les bonbons créma, ils envoyaient des bonbons créma comme ça. Oh, j'essayais de tous les attraper pour tous les manger. Il faisait la publicité à l'époque, ce qui a été interdit depuis, pour les apéritifs, le Cinzano, le bière. On nous lançait des plaques où c'était marqué bière, des plaques émaillées, bière. C'était magnifique. On se battait les gamins pour les ramasser. Ah, c'était la fête, vraiment. C'était la fête et puis on mangeait. Donc il y avait tous les sens qui étaient stimulés là. Il y avait le bruit, il y avait la vue, les couleurs, etc. Il y avait le goût. Le goût, les bonbons, les boissons qu'on nous donnait, que cette caravane nous donnait. C'est ça où vraiment la fête, non seulement était extérieure, mais en plus elle était en dedans de nous. Moi, quand j'étais au bord des routes, quand j'étais petite, quand je les voyais passer, je me suis dit un jour, j'aimerais tellement être à leur place. J'espère que quand j'aurai la vingtaine, je pourrai être à leur place et voilà, pouvoir aussi distribuer des cadeaux et sourire à ces personnes. Les gens au bord de la route, ils sont vraiment euphoriques, joyeux, ils sourient, ils me sourient pour que je leur lance des gadgets. Donc voilà, le but, c'est de leur distribuer des cadeaux, mais bien plus aussi distribuer de la joie, de la bonne humeur et des sourires.
papis, les mamies, les tontons, les tatas. Tout le monde veut son café Senseo. Qui en veut? Quand je vois un enfant qui a bien reçu mon cadeau, eh ben, ça me fait vraiment plaisir parce qu'il est tout content. Lui, il voit le cadeau, mais il voit pas la personne qui lui a donné. Et, sauf que moi, je vois qu'il l'a bien eu, donc ça, c'est une grande fierté. Il y a le café pour toi. Côté enseigne, n'intègre pas la caravane qui veut. Pour avoir droit de cité dans le défilé, les marques doivent avant tout s'inscrire dans le quotidien des Français. On sait que c'est du pognon, on sait que c'est du fric, mais on regarde l'aspect lien social. Et moi j'ai toujours aimé ça. Et au fond, quand on va à la foire à Neuneu, ou quand on va dans les foires du village, il y a toujours eu ça. Mais on ne dit pas « Ah, ça c'est l'acte marchand ». Non, on sait. Eh ben, c'est le côté mercantile qui circule, mais avec cette espèce de partage de l'esprit du tour, quoi. Il y a une compétition de marques, mais en fait, chaque marque, à un moment donné, s'inscrit aussi dans l'histoire du Tour. Cochonou, c'est vraiment, pour pas parler de Leclerc, Cochonou, c'est vraiment un héros du Tour, quoi. Ça a l'air hors du temps avec ses deux chevaux en damier rouge et jaune. C'est des couleurs qu'on reconnaît, c'est la France qui bosse, c'est des marques françaises. Voilà, ça plaît. Les marques viennent se montrer sur la grande boucle pour être vues et accroître leur notoriété. Naturellement, la classe politique, elle aussi, est sujette à cet opportunisme de circonstance. Et cela depuis toujours. Le 16 juillet 1960, à Colombey-les-Deux-Églises, le général de Gaulle lui-même réalise une visite impromptue sur le parcours. Mis dans la confidence, les organisateurs demandent alors au peloton de poser pied à terre pour rendre hommage à l'homme du 18 juin qui s'est glissé au milieu de la foule. D'un seul coup, ce général va serrer la main et celui à qui il serre la main, c'est un Italien. C'était Mancini qui gagnait le Tour de France cette année-là en 1960. Et ça m'a marqué moi parce que ça a marqué mon père et ça a marqué beaucoup d'Italiens. Et là, je peux dire que si le général de Gaulle s'était représenté à ce moment-là, tous les Italiens votaient pour lui. Et ce moment du Tour demeurera historique. Au risque de faire sourire les intellectuels délicats, pour qui le cyclisme est un sport vulgaire, nous dirons simplement merci, Monsieur le Président. Charles de Gaulle aimait le Tour de France. Il vient chercher effectivement la lumière du Tour, mais il vient surtout prendre un moment de popularité et aussi, d'un autre côté, se rendre plus populaire encore. Après De Gaulle, Georges Pompidou boude la course. Mais en 1975, pour offrir au Tour le prestige de la ville lumière, Valéry Giscard d'Estaing décide de faire triomphalement arriver la dernière étape sur les Champs-Élysées, où il remet le maillot jaune au vainqueur français Bernard Thévenet. Depuis, la plus grande course du monde s'achève chaque année sur la plus belle avenue du monde. Et plus aucun président ne néglige de venir se montrer sur le chemin de ronde. Pour être réélu, refuser un bain de foule sur la grande boucle serait d'ailleurs pure hérésie. Regardez-moi. Voilà. Quand vous êtes président de la République, la seule chose qui compte, c'est la France populaire. La France des usines. La France sur le bord de route lors du Tour de France. Et c'est pas si facile de rencontrer la France populaire. Où est-ce que vous pouvez vous
vous mélangez à elle. Partagez avec elle. Pas simple. J'aime le foot, mais dans un stade de foot, c'est la France des supporters. Les supporters de l'OM, les supporters du PSG, les supporters de Saint-Étienne. Le Tour de France, c'est la France populaire. Et c'est le seul événement comme ça. Dans leurs circonscriptions respectives, ministres, parlementaires et édiles rêvent tous d'accueillir la course. Les élus locaux lorgnent avec gourmandise sur l'arrivée de ce tourisme estival et de prestige populaire. Quitte à débourser des sommes mirobolantes pour héberger le départ ou l'arrivée d'une étape. Cette redevance, instaurée dès 1930 par la direction de la course, s'est très vite institutionnalisée. Mais dans les municipalités, on a coutume de dire qu'1 euro dépensé pour accueillir le Tour en rapporte au moins 2. Bar-le-Duc est une petite ville, 15 000 habitants. Lorsqu'on réussit à faire venir le Tour de France à Bar-le-Duc, c'est aussi une fierté et une victoire pour le maire. Et les habitants sont très reconnaissants de ça. Et ils disent, finalement, elle se débrouille pas si mal que ça, et elle arrive à faire venir le Tour de France. Être ville-étape, c'est placer sa ville dans la lumière. Et donc, tout ce qui se passe autour du Tour de France, toute la couverture médiatique qu'il y a autour des villes-étapes, c'est quelque chose de formidable. En définitive, c'est une communication, bien sûr que vous la payez quand vous achetez l'étape, etc. Mais c'est une communication extrêmement forte et tellement, regardez, qui dépasse les frontières. Mais la course, comme toutes les institutions, doit aussi composer avec les opportunistes de tout poil qui tentent d'utiliser sa popularité pour leur profit personnel. Notamment des hommes d'affaires. C'est le début des années fric. À partir de 1972, l'improbable histoire de Merlin-Plage en est un parfait exemple. Derrière ce nom se cache Guy Merlin, un promoteur vendéen qui a construit sur la côte atlantique de nombreuses résidences pour les vacanciers. Et un beau jour, je suis débarqué, vous voyez, comme ici, vous voyez, sur des dunes. Et j'ai rencontré un ami, il m'a dit, j'ai un terrain à vendre. Le vendeur m'a fait crédit, j'ai acheté. Et vous voyez, maintenant, j'ai sorti le Merlin-Plage 1, Merlin-Plage 2, Merlin-Plage 3, Saint-Hilaire-de-Riez. J'ai fait un départ du Tour de France. Au temps de sa splendeur, Guy Merlin achète sur la route du Tour un maximum d'espace publicitaire bien en vue des caméras. Merlin-Plage devient même une étape incontournable. Elle accueille 9 fois la course. D'ailleurs, dans cette histoire avec Merlin-Plage, c'est extraordinaire. Saint-Hilaire-de-Riez, la commune où arrive le Tour de France à Merlin-Plage, soi-disant, est totalement effacée de l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive à Merlin-Plage, mais on n'arrive plus dans la commune où se trouve Merlin-Plage. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et moi, je dois dire que, bon, le coup de génie commercial de M. Merlin est une chose, mais les dirigeants du Tour de France, non seulement se laissent faire, mais font du commerce aussi avec M. Merlin. Et voici le grand moment du podium. Et oui, Merlin est encore là. Voilà, encore une photo pour les journaux, pour la télévision. Partout, on voyait du Guy Merlin. On voyait du Merlin-Plage, du Merlin. Et il s'est fait de la pub pour lui-même, pour ses projets immobiliers. Et il va même beaucoup plus loin, le fameux Merlin. C'est que le vainqueur du Tour, il va lui offrir une maison, Merlin-Plage. Il va lui offrir une maison, etc. Sur le Tour, Guy Merlin donne le ton aux années qui vont suivre. La décennie 80 est celle où les loisirs se développent et la consommation de masse s'accélère. Les industriels innovent.
la société des écrans émerge, tandis que l'économie se financiarise. Pour les Français, cette décennie est aussi celle où la figure de l'homme d'affaires Golden Boy devient l'étalon modèle. Un personnage particulièrement haut en couleur va jeter son dévolu sur la grande boucle. Bernard Tapie aime passer à la télévision, où il affiche une réussite financière totalement déculpabilisée. Pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bernard Tapie, redoutable homme d'affaires, populaire et dynamique, veut développer aux États-Unis les ventes de sa nouvelle société, la marque de pédales Look. Cherchant de la visibilité, il investit sur le tour et crée la Vie Claire, une équipe de stars au budget considérable. Bernard Tapie a beaucoup apporté au vélo. Quand Bernard Tapie est arrivé, il a vu que les coureurs étaient très mal payés. Enfin, il a vu que quand même les salaires étaient très bas. Et donc, il a dit, alors, il faut revoir tout ça. Mais avec une singularité, c'est d'y mettre un paquet de fric. Et effectivement, il a revu tout ça à la hausse, et puis donc tout le monde en a profité finalement. Et ça a été une nouvelle ère un peu dans le vélo. Et puis il était lui-même un personnage. Et le Tour de France, c'est une épopée. Et pour illustrer l'épopée, il faut des personnages. Le Tour de France, il est en couleur, il n'est jamais gris. Tapie embauche Bernard Hinault. À ce moment-là, le Français est considéré comme le meilleur cycliste du monde. Adulé par ses compatriotes, Hinault a déjà remporté 4 Tours de France. Le succès de Bernard Hinault est indiscutable. Hinault écrase l'étape avant d'écraser sans doute complètement le Tour. Mais le Breton arrive bientôt en fin de carrière. Tapie sort alors le carnet de chèques à nouveau et enrôle l'Américain Greg LeMond. Ce jeune coureur talentueux, grand espoir du vélo, doit éveiller l'intérêt du public américain pour le Tour de France et ainsi permettre à Bernard Tapie de vendre ses pédales Look outre-Atlantique. Mais il va y avoir un couac. LeMond est embauché sans l'accord de Hinault, vedette incontestée de cette équipe fabriquée sur mesure. Entre Hinault et LeMond, la cohabitation s'annonce rugueuse. Et la rivalité des deux équipiers adversaires, soigneusement orchestrée, fait les choux gras des journalistes. Elle crée surtout le suspense auprès des Français et renoue avec l'ère des grands duels qui ont marqué l'histoire du Tour. Bernard Tapie à la manœuvre se frotte les mains. Avec Bernard Hinault et Greg LeMond, il leur impose la tactique de course. Il leur impose même qui doit gagner une étape. Il leur impose même qui doit gagner le Tour de France. Et dans l'accord tacite passé entre Bernard Hinault, Greg LeMond et Bernard Tapie dit à Bernard Hinault, tu gagneras le Tour en 1985. Toi, Bernard Hinault, c'est incroyable. Bernard Hinault gagne le Tour en 85. Greg LeMond, tu gagneras le Tour l'année suivante parce que j'ai besoin qu'un Américain gagne le Tour pour développer mes affaires. Greg LeMond gagnera le Tour. Bon, Look est implanté aux États-Unis. Bernard Tapie a réussi son pari. La méthode Tapie fonctionne parfaitement auprès du public. Même si à l'époque, personne n'est dupe. Pour l'instant, laissons la place du podium à Bernard Hinault et Greg LeMond. Belle image, non ?
Moi, j'oubliais complètement derrière Tapie, j'oubliais complètement derrière le côté mercantile de tout ça. Je voyais deux grands champions. C'est vrai qu'on a un souvenir d'argent à ce moment-là, mais pour moi, c'est vraiment toujours il aurait beau arriver, je sais pas quoi, que ce soit le Qatar qui investisse. Pour moi, je vois toujours les coureurs sur leur vélo. Avec Bernard Tapie, le Tour est entré dans l'ère de l'argent roi. Pour gagner, les sponsors investissent alors des sommes exorbitantes. Les salaires des coureurs explosent, les moyens des équipes deviennent illimités. Face à la toute-puissance de ces nouveaux empereurs du vélo, les marques historiquement associées à la course doivent abdiquer. Les cycles Mercier notamment sont à bout de souffle. Mercier, pour les constructeurs français, c'est un exemple. Le plus petit des gros, le plus gros des petits. Mais aujourd'hui, Mercier, comme l'ensemble du cycle stéphanois, commence à perdre les pédales. Petit à petit, l'argent est devenu trop fort et les marques de cycle n'avaient plus la capacité financière, la masse pour pouvoir financer les équipes de coureurs. Ces années terribles, début des années 80, sont un coup d'arrêt pour notre entreprise, pour notre histoire et pour notre famille. C'est-à-dire que oui, on ne pouvait plus suivre en salaire, c'est qu'on était une entreprise familiale avec des difficultés pour faire tourner la boîte, on ne pouvait pas payer des millions à un coureur cycliste parce qu'il pédalait bien, quoi. Petit à petit, le fabricant s'est effacé au bénéfice des grands noms qui pouvaient porter une équipe professionnelle. Alors, les compagnies d'assurance, les banques et tout ce monde-là a pris le relais et d'une certaine façon, c'est bien parce que ça a permis l'évolution du Tour de France, des marques qui n'avaient plus la capacité financière pour suivre cette évolution. La concurrence féroce entre les multinationales qui injectent des millions et sponsorisent chacune une équipe oblige les coureurs à la performance. Il faut gagner à tout prix, sans cesse repousser les limites. Laurent Fignon, double vainqueur du Tour qui, avec Bernard Hinault, fait vivre les grandes heures du cyclisme tricolore au public des années 80, est contrôlé positif aux amphétamines. Le coureur aux lunettes rondes, surnommé l'Intello, est dans la tourmente. En France, c'est une nouvelle affaire de dopage qui attise les passions aujourd'hui. Notre Laurent Fignon national se serait dopé dans le Grand Prix de la Libération. Le voile se lève alors subitement sur un secret de Polichinelle. Il y a quelques minutes, le champion déclaré positif réclame une contre-expertise. À partir des années 90, le dopage entre dans une ère industrielle. Nous sommes dans un col des Alpes, nous sommes dans l'Alpe d'Huez et Marco Pantani la montre qu'il a des ambitions pour la victoire d'étape. Pantani qui lui aussi a fait énormément d'efforts hier, mais apparemment elle ne s'en ressent pas du tout. Jusqu'ici limité aux stéroïdes, corticoïdes ou anabolisants, la triche se pratique désormais avec de nouveaux produits. L'EPO améliore l'endurance et autorise des résultats spectaculaires sur le long terme. Charles Virenque et les Festina héros du jour à 400 mètres de l'arrivée. La vitesse du peloton augmente. Les exploits sont de plus en plus fréquents. Tous les repères sont brouillés. À quelques jours seulement du départ du Tour de France 1998, l'affaire Festina explose. C'est mercredi midi que Willy Voet, masseur de Festina de nationalité belge, a été arrêté. Dans sa voiture, les douaniers ont découvert des centaines de gélules d'anabolisants ainsi que de l'EPO, un produit qui favorise l'oxygénation du sang. Sous le feu des projecteurs, dans une ambiance électrique presque surréaliste, l'équipe Festina et son leader Richard Virenque sont exclus de la course en plein milieu de cette édition. Tu en veux un taquet dans la gueule? On me mettre un micro dans la gueule. Et je remercie le public qui a été
qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Dans les années qui suivent, le Tour semble avoir perdu son âme. Plusieurs grands noms sont salis par le dopage. L'Allemand Jan Ullrich. Et Jan Ullrich nous fait une très grosse impression. Et bien sûr, Lance Armstrong, qui écrase radicalement tous ses concurrents et remporte 7 Tours de France d'affilée, peu après avoir vaincu un grave cancer. Lance Armstrong. Retenez bien ce nom, car on voit mal aujourd'hui qui pourrait désormais s'emparer du maillot jaune, tant la supériorité de l'Américain est écrasante. Plus les équipes sont grosses, plus le dopage est scientifique, et plus la victoire n'a pas de prix en vérité, en quelque sorte. C'est lamentable. Moi, je trouve que c'est triste. C'est triste pour le cycliste. Franchement, c'est triste pour le cycliste. Les champions, quels qu'ils soient, on ne peut pas leur faire monter 3 ou 4 grands cols avec de l'eau déviant. C'était une période absolument terrifiante parce que non seulement on n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait concrètement, mais il n'y avait plus de possibilité de juger de la valeur des coureurs entre eux. C'était une période terrible, absolument terrible. Le Tour de France, Alberto Contador, ici Nicolas Vuille en train de faire le Tour de France. 1,34. Passé la violence de la déflagration, les Français accordent finalement leur clémence aux tricheurs et renouent rapidement avec le Tour, synonyme de vacances et d'évasion. On voit que malgré les scandales, malgré le mot dopage, malgré la médiatisation de tout ça, les gens sont toujours là. Les gens sont fédérés, ils sont toujours là sur les bords de route ou devant leur télé, ils ont des idoles et en fait, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Alors effectivement, on peut dire l'amour rend aveugle, hein, tout à fait, où on se dit, bon ben voilà, peu importe. Quand on en parle, ok, parce que je ne suis pas une personne naïve, je sais que la triche existe et existera toujours, mais trop en parler, ça m'a énervé. Mais le Tour est tellement beau, vous comprenez, qu'il écrase tout. Il embellit tout. Rien n'arrête le Tour. Il est un reflet du monde dans lequel il évolue. Au cours de son existence, les organisateurs n'ont d'ailleurs cessé de mettre la course au service d'enjeux plus grands que le sport, pour accompagner l'histoire en marche. Le 1er juillet 1987, plus de 10 ans avant le scandale du dopage, le monde est encore à la guerre froide. La direction de la course décide de faire partir cette édition depuis Berlin-Ouest. Le peloton entend vagabonder en toute liberté et prendre sa part à la réunification d'une Europe encore divisée. Jacques Chirac, alors Premier ministre, vient prendre un bain de foule et lance l'épreuve dans cette ville meurtrie, scindée en deux par le mur. Je souhaite bon courage, bonne chance et bon vent à tous les coureurs du Tour de France de Berlin jusqu'à Paris. Le Tour de France est un symbole. Le symbole a besoin de se nourrir d'autres symboles. Et le Tour de France et la porte de Brandebourg, c'est la rencontre de deux géants. Au pied du rideau de fer, le Tour s'élance à la conquête du vieux continent. Il anticipe ainsi la réunification allemande qui a lieu 2 ans plus tard, en 1989. Là, une fois de plus, le Tour est dans le thème, il est dans l'actualité, il nous fait vivre ces choses-là, et c'est fantastique. C'est fantastique, c'est le Tour, ça. Et en 1991, c'est l'URSS qui implose, sous l'ère Mikhaïl Gorbatchev. À Bruxelles,
l'Union européenne fait l'objet d'un nouveau traité. Pour la course, comment ne pas participer à cette page de l'histoire qui s'écrit? L'année suivante, le peloton traverse 6 pays. Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie et Pays-Bas. Il fait même un détour par Maastricht, ville où le texte a été signé quelques mois plus tôt. En affichant fièrement des valeurs porteuses d'universalité, le tracé entend célébrer la communauté européenne qui grandit et se renforce. Progressivement, le Tour s'est mondialisé. Il attire désormais des admirateurs venus de tous les continents. Il faut dire que les coureurs étrangers sont de plus en plus nombreux à venir concurrencer nos compatriotes. De voir ces Hollandais, ces Belges, ces Allemands, ces Anglais, ces Irlandais, ces Écossais qui viennent jouer de la cornemuse juste dans un col ou comme ça, dans un moment où ils peuvent être ensemble, moi je trouve ça magnifique, c'est la France qui communie aussi. Chaque année, quand je suis le Tour de France avec mes petits-enfants, nous rencontrons des nouvelles nationalités. En Andorre, on a rencontré des Colombiens, à Briançon, des Japonais, au Galibier, des Néo-Zélandais, et ainsi de suite. Les étrangers viennent en France pour le Tour. Et le Tour s'invite aussi chez eux. La course est aujourd'hui retransmise dans 190 pays. Elle est le 3e événement sportif le plus suivi de la planète après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Mais le Tour, lui, revient chaque année. Les caméras, arrimées aux motos, voitures, hélicoptères et même aux avions, rapprochent les téléspectateurs de l'épicentre de la course. Un coureur tombe, un coureur gagne, un coureur perd, un coureur est lâché, et vous êtes là, sur la moto à côté de lui. C'est extraordinaire. Attaque de Froome, Christopher Froome qui est en train de matraquer le Tour de France. C'est vrai que quand on voit un coureur qui souffre, on souffre avec lui, on est dans son souffle, on est dans sa peau. On voit de si près. Et la vérité du moment, elle est là, vous êtes à 2 cm. C'est une aventure merveilleuse. Julien Lafilippe, le coup de pétard du Français qui est le plus fort pour l'instant. Attention, retour de Marc Hirschi. Le Tour de France en direct à la télévision est un gros problème pour moi. Parce qu'il m'a empêché de travailler. On travaille beaucoup moins quand on regarde les émissions tous les jours à la télé. Les Français, à travers le Tour de France, ils découvrent la France vue d'en haut. Mais oui, mon cher Thierry, vous avez ici Loches, la ville de Loches. Et dans cette ville, on la voit d'une autre manière. Et vous découvrez votre propre cadre de vie. Et ça, c'est magique quand même. Avec une nouvelle accélération, alors que c'est Julien Lafilippe, le maillot jaune. La grande boucle n'a jamais cessé de se réinventer. Aujourd'hui comme hier, elle est un parfait miroir du roman national. L'année 2022 marque le grand retour du Tour de France féminin, qui malgré plusieurs tentatives au cours de ces 40 dernières années, n'a jamais réussi à s'imposer auprès du public. Après cette longue absence, les femmes cyclistes profitent elles aussi d'une retransmission en direct. Ça a été beaucoup d'émotions de voir les gens jouer le jeu, de ne pas faire de distinction entre les hommes et les femmes. Et ça a marché, ça a été un succès en termes d'audience, mais également sur le bord des routes. Moi j'ai vu des gamins, des gamines qui étaient déguisés, qui faisaient des pancartes, allez les femmes, et les gens qui se sont dit ouais, c'est génial le cyclisme féminin.
Le Tour de France Femmes, moi quand je suis née, il n'existait plus. Et j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir m'identifier à une femme puisqu'on n'en parlait pas. On ne voyait pas les courses à la télé. Et je me suis dit, bah ça y est, enfin les petites filles, elles vont pouvoir s'identifier à des championnes. Et surtout, ça sera plus bizarre maintenant d'allumer ta télé et de voir des sportives féminines sur un vélo. Ça sera juste la normalité. Et il y avait que le Tour de France qui était capable de nous faire passer ce cap-là. J'aime le Tour, j'aime sa légende, j'aime son histoire. Et je veux qu'il évolue. Parce que tout ce qui n'évolue pas est voué à mourir. Et le Tour de France ne mourra pas. Ni les guerres, ni les années noires marquées par le dopage, ni la crise sanitaire. Rien ne semble pouvoir détruire la passion des Français pour le Tour. Les duels et aventures du peloton demeurent les ressorts inépuisables de cet événement itinérant et centenaire. En regardant l'histoire du Tour, c'est l'histoire de notre pays qui défile sous nos yeux. Celle de nos labeurs, de nos loisirs, de nos antagonismes et de nos modes de vie.